le nom de coalition a été, c'est moi qui l'ai choisi en copiant les Canadiens, puisque c'est au Canada qu'a été créée une coalition pour la diversité culturelle, parce qu'il y avait une organisation qui s'était créée avant que j'arrive à la SACD, qui avait été créée au moment de la bataille contre l'accord multilatéral sur l'investissement, le fameux AMI. Et cette organisation qui regroupait, comme la coalition, tous les secteurs de la création, de l'audiovisuel et l'ensemble des intervenants, aussi bien des auteurs que des salariés, que des producteurs, que des éditeurs, portait le nom de comité de vigilance. Alors moi, comité de vigilance, je trouvais que ça faisait un peu ringard, enfin ça avait des relents quasiment soviétiques, enfin bon. Et quand je suis arrivé, j'ai dit je prends la présidence, mais j'aimerais bien qu'on change de nom, trouver quelque chose de plus moderne, de plus dynamique. Et comme j'ai pas beaucoup d'imagination, on a copié nos amis canadiens, parce qu'en plus à l'époque on voulait créer une fédération des coalitions, et donc c'était très bien d'avoir le même nom et que ça exprimait exactement ce qu'on voulait faire, puisque vous savez qu'après la bataille du Gard, qu'on avait gagné pour empêcher que les services culturels soient inclus dans ce traité et qu'il y ait une libéralisation de ces services. Après la bataille du Gard, comme le mot exception paraissait un peu galvaudé, on est passé à la diversité culturelle, et c'est sous cet étendard de diversité culturelle qu'on se battait pour imposer la convention UNESCO, qui est née, la convention sur la promotion de la diversité culturelle. Et donc c'est comme ça qu'on a changé le nom et que est née la coalition pour la diversité culturelle. On dit la fin des années 90, sur le site, c'est bien... Oui, c'est ça. D'accord. Mais donc la coalition, la bataille de l'AMI était terminée, et ensuite elle s'est beaucoup préoccupée de la convention UNESCO, et ensuite on a suivi toutes ces questions de négociation internationale, et on s'est fortement remobilisé quand la Commission européenne, présidée par Barroso, a voulu remettre les questions culturelles dans la négociation du traité transatlantique avec les Américains. Et donc, ça coule de source que la SACD s'y est engagée. Donc, comment ça s'est fait ça s'est fait avant que j'arrive. C'est qu'avant que j'arrive dans l'ensemble des organisations, je crois que c'était à la fois la SACD qui regroupait les secteurs, les auteurs des secteurs les plus concernés, parce que plus que le spectacle vivant, les secteurs concernés, c'est l'audiovisuel et le cinéma. Et la SACD a joué un rôle moteur dans la création du comité de vigilance, et c'était le directeur général de l'époque, Olivier Carmet, qui présidait le comité de vigilance. Donc j'ai tout naturellement hérité de ses fonctions, et ça me faisait plaisir, puisque un de mes premiers grands combats sur la scène internationale, c'était justement la bataille du Gard en 1993, où à l'époque je dirigeais l'association des réalisateurs producteurs là, je m'occupais aussi de la chambre syndicale des producteurs, je m'étais mobilisé pour défendre cette question, et en particulier aux rencontres cinématographiques de Beaune qui avaient été créées par l'ARP. C'est après, juste après qu'on ait gagné le Gard, j'ai été invité à un grand colloque qui avait lieu à Los Angeles, je crois que c'était sur des questions de droit moral. Et c'est Jacques Valenti, que je ne connaissais pas à l'époque, qui a proposé qu'on se rencontre, on s'est rencontrés, et là il m'a dit, la bataille du Gard est terminée, on l'a perdue, il m'a expliqué que c'était pas entièrement de sa faute qu'il l'avait perdue, et voyons l'avenir, essayons de travailler ensemble pour faire coopérer le cinéma européen et le cinéma américain. Et c'était un discours plutôt visionnaire sur le futur. Ce n'était pas un discours revanchard qu'il a tenu. Et c'est comme ça que je lui ai dit, venez, j'organise des rencontres de cinéma. La dernière fois, on vous avait invité pour parler justement du Gard à l'exception culturelle, vous n'avez pas voulu venir, vous n'êtes pas venu, mais venez l'année suivante. Et l'année suivante, à la surprise générale, il est venu, et pendant 3-4 ans, jusqu'à ce que, je crois, il arrête ses fonctions, il venait chaque année aux rencontres de Beaune, dont il était devenu une vedette. Il était une star. Il y avait 2 grandes stars aux rencontres de Beaune à l'époque, c'était
Jacques Valenti et Jacques Ralite. C'était les deux Jacques, voilà, oui, qui s'affrontaient, voilà, exactement, qui s'affrontaient, mais c'était très sympathique. Et ensuite, il y a eu quand même une certaine connivence entre nous, parce que l'un des principaux problèmes qui est arrivé, c'est quand même la lutte contre la piraterie. Et sur la lutte contre la piraterie, on avait quand même les mêmes intérêts que les Américains. Et ce qui est drôle, c'est qu'il avait une grande admiration, Jacques Valenti, pour Talleyrand. Ah oui, et vous lui avez offert ce et je lui ai offert le film de Sacha Guitry, Le Diable boiteux, qui est le premier film de cinéma que j'ai vu. C'est la première fois que j'ai été au cinéma. Ma grand-mère m'avait emmené, c'était pour voir le film Le Diable boiteux, et ça m'a profondément marqué. Donc quand ensuite Valenti m'a dit j'aimerais bien, Pascal, que vous retrouviez ce film pour que je puisse le regarder, l'histoire se ressemblait. Il faut savoir que Jacques Valenti, dont nous-mêmes, par notre campagne, on avait fait un personnage caricatural, était en réalité extrêmement francophile et extrêmement cinéphile. C'est-à-dire, pour un Texan, il avait quand même une connaissance du cinéma français et des artistes français beaucoup plus approfondie que ce qu'on pourrait croire. Vous savez, moi je pense qu'il y a énormément de conventions internationales et que la plupart des conventions internationales sont méconnues. Bon, la convention par exemple qui protège le droit d'auteur, la convention de Berne, qui la connaît à part quelques professeurs de droit spécialistes, et même là peut-être une majorité de créateurs, de cinéastes, de plasticiens, d'écrivains ne connaissent pas la convention qui protège leurs droits. Non, la convention UNESCO, c'est un moment important parce que c'est une initiative commune de Jacques Chirac et de Sheila Copps, qui à l'époque était ministre des Affaires étrangères du Canada. Et cette convention, c'était l'idée que lorsqu'on s'était battu et lorsqu'on se battait dans les négociations commerciales, on était toujours sur le défensif. Notre objectif était que, en réalité, on nous oublie, on ne parle pas de nous et qu'on ne prenne aucun engagement concernant nos secteurs. Et c'est pour passer du défensif à l'offensif, à l'idée qu'il fallait affirmer que la diversité culturelle devait être protégée, que Jacques Chirac et Sheila Copps ont saisi l'UNESCO et ont demandé à ce qu'on travaille sur ce projet de convention. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que cette convention internationale a été élaborée, en particulier grâce à un certain nombre d'experts, mais à des experts français. Il y avait le professeur Bernier, qui est un expert canadien, québécois. Il y a Jean Musitelli, qui avait été ambassadeur de France auprès de l'UNESCO et porte-parole de François Mitterrand comme président de la République, qui ont été des personnages clés pour l'élaboration d'un projet de convention qui ensuite a été approuvé par l'Assemblée générale de l'UNESCO, en dépit d'une hostilité farouche, c'était normal, des Américains, et ensuite largement ratifié. Donc, alors ce qui est important dans la Convention UNESCO, on ne le sait pas, c'est que elle porte certaines valeurs sur la diversité culturelle, mais comme elle a été ratifiée par l'Union européenne et par tous les États de l'Union européenne, c'est une norme importante de l'ordre juridique européen. Récemment, il y a il y a plusieurs années, il y a des télévisions espagnoles qui ont attaqué le système des quotas linguistiques en Espagne. La Cour de justice de l'Union européenne a donné raison au gouvernement espagnol sur ces quotas parce que la défense de la langue était prévue dans la Convention UNESCO. Donc ça a des effets, si vous voulez, le fait que la Convention UNESCO fasse partie de l'ordre juridique européen, en quelque sorte, contrebalance un peu le côté libéral, marché unique de l'Europe. Pour le moment, disons qu'en Europe, il y a quand même encore une très large diversité culturelle, aussi bien dans la création des livres, que la création des films, que la création de la télévision. Simplement, il faut être vigilant parce qu'on voit bien entre l'arrivée des télévisions qui ont été soumises à des obligations en faveur de la création et soumises aussi par des règles venant de l'Union européenne. Et maintenant, les grandes sociétés Internet qui contrôlent la diffusion des œuvres sur
sur le net, il y a des risques d'atteinte à la diversité culturelle. C'est pour ça qu'une des réflexions qui a été lancée par un groupe de travail auquel participe d'ailleurs Jean Musitelli, c'est comment adopter la Convention et ses principes à l'ère du numérique. Après l'adoption de la Convention UNESCO sur la diversité culturelle, plus jamais aucun gouvernant, aucun responsable européen n'aurait l'idée de mettre la culture dans le champ des négociations commerciales. Or, c'est ce qu'a fait le président Barroso, avec d'ailleurs l'aval de la Commission, puisque ce principe-là avait été voté par la Commission à l'exclusion de 3 commissaires, je crois le français Michel Barnier, le commissaire italien, et la commissaire Androula Vassiliou, qui était la commissaire à la culture. Mais il y a eu une large majorité de la Commission qui a accepté, à l'époque, de renier ses engagements et de mettre la culture dans les négociations commerciales. Et elles étaient dans les négociations, pas pour être favorisées. Comment expliquer, vous parliez dans certains de vos entretiens qu'il y avait des forts lobbyistes qui avaient... Non, moi je pense... Et pourquoi cette espèce de... Parce qu'il n'y avait pas assez de connaissances de cette... Non, ils avaient parfaitement connaissance. Je pense que l'Europe, les milieux d'affaires européens et le président Barroso en avaient été persuadés, voulaient que le gouvernement américain accepte les négociations. Or, comme c'est très compliqué pour les présidents démocrates de faire des négociations commerciales, parce que les syndicats américains qui traditionnellement soutiennent les démocrates sont en général très protectionnistes. Les négociations de Seattle avaient échoué, les négociations de l'OMC avaient échoué à la suite de manifestations des syndicats américains qui avaient conduit Clinton à faire machine arrière. Je pense qu'ils ont voulu mettre sur la table un sujet qui allait intéresser les Américains. À partir du moment où les Américains étaient sûrs que l'Europe ne ferait pas d'offres sur les questions du cinéma, de l'audiovisuel ou des questions culturelles en général, à partir du moment où l'Europe le faisait, c'était un geste qui voulait aller loin dans les négociations. Et je crois qu'ils l'ont fait pour ça. C'est pas tellement... Une tactique. Non, c'est pas une tactique, c'est qu'ils souhaitaient absolument que ces négociations soient ouvertes et ils ont cherché à appâter les Américains. C'est ce que j'ai déjà expliqué, ils ont fait un numéro de striptease. Mais je ne suis pas sûr qu'Obama leur demandait de le faire. Alors, c'est bizarre parce que le droit d'auteur est né de la Révolution française. Et le droit d'auteur, c'est une conquête de l'esprit des Lumières et des libertés. Tout simplement parce que si les auteurs n'ont pas les moyens de vivre, ils ne créeront plus. Et moi, je pense que c'est complètement idiot de dire on défend les consommateurs au détriment du droit d'auteur. Parce que défendre les consommateurs, c'est justement défendre la diversité de la création. Et si les auteurs n'ont pas les moyens de créer, dès qu'un auteur a créé une musique, elle est piratée, donc il n'y a pas de revenus pour financer celui qui a créé la musique, on va en revenir à l'époque où les chanteurs, les créateurs étaient à la sortie des églises et étaient réduits à la mendicité. D'ailleurs, il y a eu dans ceux qui attaquent le droit d'auteur, il y a des gens qui proposaient ce qu'on appelait le mécénat global, c'est-à-dire que des gens donneraient comme ça, ils écouteraient une chanson et puis ils donneraient ce qu'ils veulent pour remercier le chanteur ou le compositeur de la musique. Donc, en quelque sorte, c'est réduire les créateurs à la mendicité. Enfin, c'est un formidable retour en arrière. Non, je pense que ces idées sont d'une totale stupidité. Par contre, la vérité, c'est que je ne parle pas des auteurs, parce qu'il n'y a pas un auteur qui ne souhaite pas que son œuvre soit vue par le maximum de gens, ou son livre lu par le maximum de lecteurs. Et qu'un auteur, même quand il est piraté, quelque part, il est déçu de ne pas toucher de rémunération, mais il est quand même content qu'il y ait quelqu'un qui ait fait l'acte de regarder son film. Bon, mais l'idéal, c'est naturellement d'être vu légalement, parce qu'on est à la fois vu et on est rémunéré. Non, le problème, ce n'est pas les auteurs, c'est les industries, ce qu'on appelle les industries culturelles, qui ont beaucoup de mal à s'adapter à des changements de modèle économique et qui ont beaucoup de mal à faire en sorte que les œuvres soient maintenant disponibles sur les nouveaux réseaux. Le sujet, c'est que les nouveaux réseaux et le numérique
aboutit à une dévalorisation de la valeur des œuvres. C'est-à-dire, il y a des études, les gens ne sont pas prêts à payer le même prix un livre numérique qu'un livre papier. Les gens ne sont pas prêts à payer le même prix un DVD ou un téléchargement de film. C'est la même œuvre. Quand vous allez lire la même chose. C'est tout aussi difficile à créer un livre qui ensuite sera diffusé en numérique qu'un livre fait en papier. C'est pareil pour les films ou pour les séries de télé. Mais il y a une sorte de dévalorisation de l'acte de création. Et c'est cette dévalorisation de l'acte de création, parce que derrière, il n'y a plus des objets, qui aboutit à toutes ces idées où le droit d'auteur est un obstacle, le droit d'auteur est une barrière, le droit d'auteur est un privilège. Mais ce que je trouve, c'est que tous ces gens qui attaquent le droit d'auteur, leur problème, c'est qu'ils n'ont jamais rien créé. Donc, je pense que ces gens-là, c'est un moment de l'histoire. Oui, c'est un passage. Dans 5 ans, on n'en parlera même plus. Dans 10 ans, on n'en parlera plus. Mais que, par contre, la force des grands créateurs, c'est qu'ils survivent. Le droit d'auteur, là, on a un débat avec la Commission européenne qui se plaint de pratiques de ce qu'on appelle le géoblocking. Vous en parlez dans votre C'est-à-dire le fait que les films ne soient dans certains cas pas accessibles. Ce n'est pas des problèmes de droit d'auteur, c'est des problèmes de pratiques commerciales. Donc on mélange tout. Si certains films, si par exemple je suis abonné à une télévision à péage, et je vais voyager, je ne peux plus recevoir sur ma tablette la télévision à péage, ce n'est pas un problème de droit d'auteur. C'est un problème de contrat et de pratique commerciale ou de relation entre le producteur de l'œuvre et le diffuseur. Donc on accuse toujours le droit d'auteur de mots dont il n'est pas responsable. Le droit d'auteur, il est extrêmement plastique. Dans certains cas, il faut l'adapter. Par exemple, une des grandes adaptations qui a été faite en France et dans d'autres pays, c'est lorsque les particuliers ont eu la capacité, grâce au magnétoscope, et maintenant cette capacité, ils l'ont avec les smartphones, avec les tablettes, de copier des œuvres. Aux États-Unis, la réponse des majors d'Hollywood a été de dire il faut interdire la copie du particulier. Ce qui était bien évidemment impossible. Donc il y a eu un procès, les majors ont perdu, le procès a dit que la copie des particuliers faisait partie de ce qu'on appelle le fair use aux États-Unis. L'usage raisonnable d'une œuvre. Et en Europe, et donc il y a énormément de copies aux États-Unis, mais elles ne sont pas rémunérées. En Europe, on a eu un autre système. On a dit le particulier, il a le droit de copier pour son usage personnel, mais en contrepartie, on va créer une rémunération incluse dans le prix du support d'enregistrement pour rémunérer les auteurs, les artistes-interprètes et les producteurs. Et en plus, dans cette rémunération qui a été créée par la loi Lang sur le droit d'auteur en 1985, les pouvoirs publics, le législateur, a obligé les sociétés de gestion collective qui gèrent cet argent à enlever 25% des sommes de la redistribution aux individus, que ce soit des producteurs, des auteurs ou des artistes, et à les affecter à des actions d'intérêt général d'aide à la création. Donc on a inventé un nouveau système qui a permis à la fois de rémunérer les créateurs et de l'autre côté d'avoir des sommes pour investir sur les jeunes talents, le futur de la création, le développement de la culture, la création de festivals. Et donc c'est un système qui a très bien fonctionné. Et jusqu'à il y a encore 4-5 ans, il n'y avait pas de problème. Et arrivent des nouvelles sociétés, comme par exemple Apple, la société, qui eux disent « Ah mais pourquoi on va payer ?» Et ils engagent que des procédures, ils attaquent la copie privée sur l'ensemble de l'Europe. En France, il faut savoir que Apple doit 40 millions d'euros à l'ensemble de la création française. Donc, alors là, comme on a gagné tous nos procès, ils sont en train de faire machine arrière et de payer. Mais ça prouve bien qu'on peut adapter le droit d'auteur aux nouvelles technologies, mais qu'on doit toujours se battre pour faire respecter le droit d'auteur. À la fois par des petites sociétés, mais aussi par les plus grandes sociétés. Parce que la caractéristique des géants de l'Internet, c'est qu'ils se sont développés grâce à des pratiques déloyales. Pratiques déloyales à l'égard des créateurs, c'est le cas d'Apple qui n'a pas voulu rémunérer la copie privée, et qui n'a pas
pratiques déloyales à l'égard des fiscs des différents pays. Oui, Ils ont passé leur temps à frauder, à s'installer dans des pays où on pouvait facilement payer moins d'impôts et faire ce qu'on appelle ou de l'optimisation ou des formes d'évasion fiscale. Ou ne pas respecter les différentes législations sur le soutien à la création. Et le principal problème que pose l'Internet, pas seulement pour le secteur de la culture, mais pour l'ensemble de l'économie, c'est qu'il induit des pratiques déloyales et monopolistiques dans le fonctionnement de l'économie dès lors qu'ils arrivent sur un secteur. Il y a aussi, là j'étais à Bruxelles hier, il y avait une manifestation des taxis contre Uber. Oui, Donc, oui. tout simplement parce que les taxis payent des licences, c'est un système très encadré et ils sont concurrencés par un système qui n'est absolument pas encadré. Donc l'Internet c'est quelque chose de formidable, simplement il faut remettre de la loyauté dans le fonctionnement de ce système. Voilà. Toujours, la politique, le juridique ont entre 5 et 10 ans de retard sur les faits. C'est-à-dire que la question de la déloyauté fiscale est posée depuis 2 ans à peu près. On commence à en parler vraiment et je pense que des mesures seront prises. Mais avant, on n'avait pas perçu le phénomène. Et le problème de la politique, c'est qu'elle a toujours un temps de réaction trop long, et que lorsqu'elle réagit, les nouveaux intervenants qui ont été déloyaux ont pris des positions commerciales tellement importantes que c'est très compliqué de bouger les choses. Là, c'est très frappant. La création, elle est européenne. Il y a une création européenne très forte. Mais la diffusion par Internet, les modes de diffusion modernes, sont contrôlés par des sociétés extérieures à l'Europe. Donc ce qu'il faut construire, c'est pas du tout le grand marché numérique, comme le propose M. Juncker, c'est notre Europe numérique. Oui. C'est pas du tout pareil, notre Europe numérique, que le grand marché numérique. Comment vous la voyez, comment c'est une bonne conclusion je pense que je la vois, c'est que justement... Je pense que sur le secteur qui me concerne, c'est-à-dire celui de la création, je ne parlerai pas de l'hôtellerie ou d'autres secteurs, je pense que, il faut que tout le monde paye ses impôts, il faut réintroduire de la loyauté, et il faut faire en sorte que des gens qui font le même métier soient assujettis aux mêmes règles. C'est-à-dire, si je diffuse des films ou des séries télévisées par Internet, je sois exactement soumis aux mêmes règles. Ça peut être des règles nouvelles, mais que ce soit les mêmes règles que les télévisions qui font la même chose. Donc il faut repenser les modèles de financement de la création de manière à faire en sorte que tous les acteurs qui sont financés sur les mêmes marchés, que ce soit celui de la publicité, celui du péage, soient assujettis à des règles qui soient les mêmes et donc que la concurrence soit loyale. Et vous pensez que l'Europe ou je pense que et la société civile peut... Moi, je pense que la prise de conscience, elle est là. C'est-à-dire qu'on parle, j'étais encore ce matin avec une réunion avec des parlementaires européens. Je pense que la prise de conscience du phénomène, elle est là. Elle est tardive, mais maintenant elle est là. Après, c'est un problème de détermination et de volonté politique. Ce qui me nave, c'est que l'Europe, en tout cas sur ces questions Internet, c'est la solution à nos problèmes. On ne peut pas régler ce type de problème à l'échelon national. Simplement, quand on voit ceux qui nous gouvernent à Bruxelles, franchement, c'est pas des géants de la politique. Donc, moi, en 93, on avait un président de la commission qui s'appelait Jacques Delors, qui est un grand président. On a eu Romano Prodi, qui a été aussi un grand président de la commission. Mais les autres, ils n'ont même pas le niveau d'un chef d'État d'un grand pays. Et donc, il y a un déficit de pensée politique à Bruxelles. C'est des gens qui, quand vous les voyez, ils vous parlent grand marché. Vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais grâce aux outils Internet, tout le monde va devenir créateur », comme s'il suffisait d'avoir un crayon ou un pinceau pour peindre comme Picasso. Mais est-ce que ce n'est pas lié au fait à l'architecture particulière de l'Union européenne qui concède quand même
le leadership aux États-nations. Non, je pense que justement, les États ont des pouvoirs, mais l'Union a énormément de pouvoirs et de plus en plus de législation. Non, je pense qu'on a été trop vite dans l'élargissement de l'Europe. C'est-à-dire qu'il aurait fallu d'abord, à partir du noyau dur qui avait créé l'Europe, renforcer cette Europe-là autour de quelques pays fondateurs, et que la réalité, c'est que la chute de l'ex-URSS a précipité l'arrivée de beaucoup de nouveaux entrants, et que, en les faisant arriver, on a considérablement compliqué le fonctionnement de l'Europe, parce que pour mettre d'accord tout le monde, ce sont des tractations infinies. Regardez la manière dont fonctionnent les sommets européens, la manière dont fonctionne le Parlement européen. Ce sont des modes de fonctionnement très complexes, et en plus ce sont des modes de fonctionnement, comme ils sont complexes, qui donnent énormément de prise aux activités de lobbying. C'est-à-dire que Bruxelles, c'est le royaume des lobbyistes, c'est-à-dire des lobbyistes, c'est-à-dire des gens payés pour défendre telle cause, le lendemain ils en défendront une autre et tout ça. Tout simplement parce que à cause de la diversité linguistique, à cause du jeu des différents partis, à cause du fonctionnement institutionnel qui est quand même un peu baroque de temps en temps, ça demande une maîtrise des règles du jeu qui n'est pas à la portée de quelqu'un qui n'est pas spécialisé là-dedans. Mais moi, mon image de la diversité culturelle, c'est la diversité ou des villes, ou des villages, ou des musées qu'on a en Europe. Il suffit d'aller, de comparer, d'aller aux États-Unis, de se promener aux États-Unis et de se promener en Europe. On voit que la tradition, qui s'inscrit au fil des siècles, et c'est normal, l'Europe est plus ancienne que les États-Unis, ont créé une tradition de culture. Et ce qui me navre, c'est que l'Europe, en réalité, ceux qui dirigent l'Europe, méprisent la culture. Quand on vient leur parler de culture, ils n'y comprennent rien. Voilà. Et que chaque fois que l'on doit affaire à la Commission européenne, c'est en défensif. C'est pour se battre contre des initiatives qu'ils prennent, où ils veulent traiter la culture uniquement sur le plan du marché, comme un produit ou un bien comme les autres. Et que chaque fois qu'on doit se mobiliser, on ne se mobilise jamais pour. Il n'y a pas un grand projet européen pour renforcer la culture, la création cinématographique, la production, la création audiovisuelle en Europe. C'est à chaque fois des idées, comme celles qui viennent encore de sortir sur le droit d'auteur, ce sont des idées contraires à la notion de soutien à la culture. Alors que la culture, c'est le ciment de l'Europe. Donc ces gens-là sont en train, parce qu'ils ne se rendent pas compte que justement les artistes en Europe sont des défenseurs de l'Europe et de l'idée européenne, parce que les artistes, ils circulent. Et il y a très peu d'artistes qui sont été nationalistes. Bon. Mais ils sont en train de créer au sein de la communauté artistique et culturelle de l'Europe un sentiment de rejet de l'Europe qui va rejoindre le sentiment des citoyens. Il y a 20 ans, on ne se posait pas la question s'il fallait faire ou pas l'Europe. Tout le monde disait, quasiment tout le monde, il faut faire l'Europe. Maintenant, il y aura, on l'a bien vu, il y a eu quelques référendums sur l'Europe, ils n'ont pas forcément été gagnés. Et donc, il y a un rejet de l'idée européenne, alors que l'Europe est justement la solution à beaucoup de problèmes, tout simplement parce que ceux qui dirigent l'Europe sont incapables de le faire.